bonjour, j'espère que vous êtes bien installés pour cette deuxième table ronde de la matinée du Paris-Saclay Summit. Alors on va continuer encore avec un sujet santé et non des moindres. On va parler de l'endométriose et mettre en lumière les grands espoirs de la recherche. Alors l'endométriose touche 10% des femmes, elle a été mise récemment sous les projecteurs par des célébrités notamment qui ont pris la parole, mais pourtant cette pathologie ne date pas d'hier. Souvent tabou, malgré cette médiatisation récente, un quart des femmes touchées par l'endométriose ont renoncé parfois à leur poste ou à leur carrière, en cause les douleurs et l'épuisement chronique. C'est donc un sujet brûlant d'actualité que vont éclairer aujourd'hui Marina Kvaskov, épidémiologiste et chercheuse au Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations de l'INSERM, interrogée par Caroline Tourbe, journaliste au Point. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous, Marina, pour discuter de ce sujet qui, en effet, à mon avis, est emblématique de la problématique de la santé des femmes. Et je voudrais vous poser une première question qui est assez simple, mais qui est importante. C'est qu'est-ce que l'endométriose ? Parce qu'on en entend beaucoup parler, mais ça reste quand même une maladie que tout le monde ne connaît pas et dont beaucoup de femmes souffrent sans même savoir ce qu'elles ont. Alors l'endométriose, c'est une maladie inflammatoire chronique, souvent chronique, qui se définit par la présence de tissus semblables à l'endomètre, donc la muqueuse utérine, à l'extérieur de l'utérus. Donc c'est une maladie, comme on l'a dit, qui touche environ 10% des femmes entre la ménarche et la ménopause, donc durant la vie menstruelle. Et ça équivaut à peu près à 200 millions de femmes dans le monde et 2 millions de femmes en France. Et donc c'est une maladie qui occasionne beaucoup de symptômes douloureux potentiellement, comme des dysménorrhées, donc des douleurs lors des règles, des douleurs lors des rapports sexuels, lors de l'évacuation de selles, lors de la miction, des douleurs abdominales, mais aussi des troubles digestifs fonctionnels et une grande fatigue chronique. Et comme c'est une maladie donc, dont les symptômes sont diffus, très douloureux, est-ce que le fait que ça ait des conséquences sur la vie, c'est quelque chose qui est bien pris en compte actuellement ? C'est-à-dire que c'est toutes ces douleurs ? Non, pas vraiment. En fait, les récits des patientes sont que ces symptômes ont énormément d'impact dans leur vie, dans différentes sphères de leur vie, que ce soit sur leur qualité de vie, sur leur vie au travail, sur leurs relations sociales, sur leur vie amoureuse, leur vie sexuelle. Et non, ça ne semble pas bien pris en compte actuellement, notamment dans le travail. C'est une maladie aussi qui peut provoquer des problèmes en termes de fertilité. Il peut y avoir des troubles liés donc à l'endométriose. Est-ce que sur ce sujet aussi, c'est quelque chose qui est tabou ou est-ce que les choses ont évolué ? Donc environ un tiers des femmes qui souffrent d'endométriose souffrent également d'infertilité. On a l'impression qu'effectivement, donc les choses changent. On parle beaucoup plus de l'endométriose, on parle beaucoup plus des menstruations de manière générale. On parle peut-être aussi plus d'infertilité, donc voilà, les choses évoluent. Alors, cette maladie, on vous l'avait dit, on en a longtemps peu parlé. Elle est passée longtemps sous les radars. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les conséquences que ça peut avoir justement sur la recherche, le fait que ce soit passé longtemps sous les radars ? Alors le fait qu'une maladie comme l'endométriose, mais c'est le cas pour toutes les pathologies féminines finalement, notamment les pathologies non malignes, le fait qu'elle soit sous-étudiée, donc qu'il n'y ait pas beaucoup de financement pour cette recherche, fait qu'on va moins faire de recherche et donc on va apporter moins de connaissances. Donc le fait que des problèmes comme ça de santé féminine soient passés sous les radars justement, ça engendre un manque de reconnaissance, un manque de financement et donc moins de recherche. Alors qu'on a besoin justement de l'inverse pour pouvoir vraiment mieux comprendre ces pathologies. Parce que l'endométriose, en fait, on connaît peu de choses sur cette maladie. Absolument. L'un des sujets sur lesquels vous travaillez, c'est sur tout ce qui est piste de facteurs de risque qui pourraient être liés à l'endométriose. Alors, il y en a à la fois beaucoup et peu pour lesquels on ait vraiment des éléments concrets de recherche ou d'éléments avancés. Vous pouvez nous en donner quelques-unes de ces pistes ? Oui, tout à fait. Donc il y a quelques pistes qui sont classiquement décrites pour les causes de l'endométriose. Donc on parle d'une piste hormonale, puisque c'est une maladie qui est hormonodépendante. Il y a aussi une piste génétique.
Et donc on a mis en évidence qu'environ 50% des cas, donc la moitié des cas, seraient d'origine génétique et l'autre d'origine environnementale. Donc 50% des cas d'origine génétique, ça ne veut pas dire que la moitié des cas sont familiaux, mais ça veut dire qu'il y a des facteurs génétiques qui sont en cause. Et au sein de cela, c'est à peu près 10% d'agrégation familiale. Il y a une piste aussi inflammatoire, immunitaire, puisque c'est une grande composante potentiellement dans la maladie. Et on suspecte aussi l'impact de différents perturbateurs endocriniens. Mais à côté de ces différentes pistes, ce qui a été vraiment mis en évidence dans la littérature, donc dans les études génétiques, il y a quelques gènes qui ont été mis en cause, mais ce n'est pas une maladie monogénique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un gène de l'endométriose, c'est une multitude de gènes à petits effets qui sont impliqués dans différents processus biologiques. Et en termes d'épidémiologie environnementale, les seuls facteurs de risque qui sont établis, c'est ceux qui sont liés à une exposition plus importante aux menstruations. Donc le fait d'avoir un âge de la ménarche plus précoce, donc d'avoir ses premières règles à un âge inférieur à 12 ans par exemple, le fait d'avoir des cycles menstruels courts, donc qui reviennent plus souvent, le fait d'avoir un petit poids de naissance, et puis le fait d'avoir un indice de masse corporelle faible. Donc ça, c'est vraiment les seuls facteurs, et de nombreux autres facteurs sont à l'étude. Mais voilà, là aussi, on a besoin de beaucoup plus de recherche pour comprendre ce qui cause vraiment la maladie. Alors justement, les grands espoirs de la recherche, c'est aussi, pour vous précisément, le fait que vous êtes en train de travailler, où vous allez mettre en place un projet de recherche épidémiologique. Vous pouvez nous expliquer un peu quel est à la fois le principe et l'enjeu d'avoir ce programme de recherche en épidémiologie ? Oui, alors c'est un grand enjeu parce qu'effectivement, comme on l'a dit, on connaît très peu de choses sur l'endométriose en France et à l'international. Et donc pour ça, on a besoin de très bonnes données pour bien étudier la maladie. Et donc dans le cadre de la stratégie nationale contre l'endométriose qui a été lancée en 2022, il y a un axe recherche. Et cet axe recherche s'est traduit par un PEPR, donc c'est un programme et équipement prioritaire de recherche qui est un instrument de financement de l'ANR qui porte sur la santé des femmes et la santé des couples. Et donc dans ce PEPR, il y a un axe sur l'infertilité et un axe sur l'endométriose. Et donc au sein de l'axe sur l'endométriose, je coordonne un programme de recherche sur l'épidémiologie qui a été identifié comme une priorité gouvernementale lors de cette stratégie nationale et qui vise à générer des données, des bonnes données de qualité sur l'endométriose dans 6 cohortes en population française, 6 grandes cohortes. Donc 3 chez l'adulte et 3 chez les adolescentes. Et donc c'est les cohortes Constance, E3N Génération et Nutrinet Santé chez l'adulte et ELF, Eden et Pélagie pour les cohortes mère-enfant qui suivent maintenant des adolescentes. Et donc une fois que ces données seront générées, elles vont nous permettre d'avoir des meilleures données sur les chiffres de la maladie, donc la prévalence, l'incidence de la maladie. C'est un point important, on a entendu ce chiffre de 1 femme sur 10 qui serait touchée par l'endométriose, mais en fait on n'en sait rien, on ne sait pas vraiment. Non, en fait, ça pourrait tout à fait être plus ou moins, en fait, on n'en sait pas. On n'en sait pas plus parce que il y a tellement de problèmes de définition des cas dans les études qu'en fait, la prévalence, elle varie de 1% à 100%. En fait, tout dépend de l'échantillon que vous regardez. Considéré. Voilà, c'est 1% dans les bases médico-administratives et c'est 100% quelquefois dans certaines études sur des populations d'adolescentes souffrant de dysménorrhée sévère. 50% chez les femmes infertiles. Bon, voilà, donc ça varie énormément. Et ce chiffre de 1 sur 10, du coup, provient de quoi ? Alors, il se base sur la prévalence des symptômes de l'endométriose, donc dysménorrhée, douleurs pelviennes principalement, et de l'infertilité dans la population générale. D'accord. Après, dans des études de cohorte à l'international, on voit que ça touche effectivement entre 10 et 11% des femmes dans ces cohortes-là. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une étude d'imagerie à l'international qui a été faite, qui a montré, donc c'était sur un petit échantillon, mais qui a montré quand même que dans une population témoin à qui on faisait passer une IRM pelvienne, il y avait quand même jusqu'à 11% des femmes qui avaient une endométriose sans le savoir. Donc pour l'instant, c'est une étude qui est tout petite. On a besoin de mieux connaître, de mieux comprendre, d'avoir des bonnes données. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a prévu de répéter cette étude d'imagerie pour pouvoir voir quelle est la statistique en France. Et donc à côté de ça, à côté de ces chiffres descriptifs de prévalence d'incidence, le programme vise aussi à essayer de mieux comprendre et de déterminer quels sont les facteurs de risque environnementaux et génétiques
de la maladie et de ses symptômes dans ces différentes populations. Et du coup, vous allez suivre des femmes tout au long de leur vie, très tôt dans leur vie, puis jusqu'à la ménopause, après la ménopause, comment ça se passe? Ce sont des femmes et des jeunes filles, c'est ce que vous nous avez dit. Donc il y a des générations qui peuvent être aussi... il peut y avoir des filles et leur mère dans vos études? Alors, il y a une étude qui est transgénérationnelle, donc qui porte vraiment sur 3 générations. C'est la cohorte E3N génération, qui est constituée d'une cohorte qui s'appelle E3N, donc c'était 100 000 femmes affiliées à la MGEN, qu'on a suivies depuis plus de 30 ans. D'accord. Et on va avoir des données sur leurs filles et sur leurs petites filles. Donc ça, c'est vraiment une super étude pour justement voir quels sont les effets transgénérationnels de la maladie et l'évolution des facteurs de risque aussi. Mais en fait, donc tout ça, ce sont... donc ce sont des cohortes en population longitudinale. Donc, par exemple, la cohorte Constance, elle a démarré entre 2012 et 2021, et on suit depuis les femmes. Il y a des femmes et des hommes d'ailleurs. Donc, c'est 220 000 personnes, dont 110 000 femmes, que l'on suit comme ça régulièrement au cours du temps. Donc, on s'insère dans ce suivi longitudinal, dans toutes ces cohortes, pour commencer à étudier l'endométriose. Et ce qui est vraiment très bien, c'est qu'on a tout un tas de très bonnes données déjà collectées sur les expositions de toutes ces femmes. Et vous avez tout un intérêt aussi à ce suivi longitudinal parce que l'endométriose, c'est une maladie qui évolue aussi, qui peut apparaître, régresser, puis réapparaître. C'est quelque chose que vous allez pouvoir suivre aussi, voir dans vos études. Oui, alors il nous faudra plus de financement pour voir la suite de ça, mais en fait ce qui est intéressant dans le fait de se situer dans ce suivi longitudinal, c'est que on a besoin, en fait, pour pouvoir dire qu'un facteur est un facteur de risque, on a besoin de se situer avant que la maladie survienne. Et donc, le fait de pouvoir avoir des informations sur les expositions avant le diagnostic, c'est ça qui va pouvoir nous permettre d'explorer des associations de manière prospective. Alors, prenons un exemple de facteur de risque. Par exemple, vous parliez des polluants, alors perturbateurs endocriniens, ou je ne sais pas quel est l'exemple que vous pourriez nous donner. Comment est-ce qu'on va faire pour le suivre, pour voir s'il a un effet potentiel et un lien potentiel avec l'endométriose? Alors pour les polluants et pour tout ce qui est biomarqueurs, donc on fait ce qu'on appelle des enquêtes cas témoins nichées. Donc ce sont des études dans lesquelles on se situe dans ce suivi longitudinal et on va prendre des cas et des non-cas chez qui on va doser par exemple le niveau de certains polluants chimiques. Donc des femmes touchées par l'endométriose, des femmes qui ne le sont pas. Voilà, exactement. D'accord. Pour comparer au niveau biologique, en fait, donc on va doser par exemple dans le sang ou dans d'autres substrats biologiques, pour comparer qu'est-ce qui différencie, enfin, est-ce qu'il y a une association statistique entre le niveau, la concentration de certains polluants et le risque d'endométriose. Mais finalement, il y a plein de façons d'étudier les polluants, parce que donc ça, c'est en fait des données de biomonitoring, mais on peut aussi étudier la présence des polluants dans l'alimentation, puisque c'est aussi la source principale de beaucoup de polluants. Et puis on peut étudier la pollution de l'air, on peut étudier énormément de substrats différents finalement. Sur l'une des pistes dont on a entendu parler récemment et que je trouvais étonnante et originale, c'était l'idée que peut-être il pourrait y avoir le rôle d'une bactérie, d'une infection potentiellement dans le développement ou en tout cas dans l'histoire de la maladie, l'histoire de l'endométriose. C'est quelque chose qui est vraiment envisagé et que vous pourriez également étudier, dont vous pourriez avoir des éléments. Oui, tout à fait. Donc, c'est-à-dire que cette étude qui a mis en évidence une association entre la bactérie Fusobacterium, qui est une bactérie à laquelle on est très fortement exposé, qui est présente chez l'humain, et l'endométriose, eh bien, elle remet un petit peu l'hypothèse d'une potentielle origine infectieuse de l'endométriose sur le devant de la scène. Parce que c'est une hypothèse qui a été évoquée un tout petit peu, mais qui n'a pas été poursuivie tellement. Et donc, voilà, c'est le genre de découverte qu'on aimerait faire. Donc, pour l'instant, voilà, c'est une piste, c'est une étude qui a montré ça. Et il faut absolument en faire d'autres pour pouvoir mieux comprendre ces liens et pour pouvoir confirmer si oui ou non il y a bien un impact infectieux, en fait, une influence infectieuse sur l'endométriose. Mais ça pourrait tout à fait faire partie des facteurs de risque. On parle aussi du microbiote. On entend parler d'une influence du microbiote sur l'évolution de l'endométriose. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble aussi intéressant ? Absolument, absolument. C'est quelque chose qui me paraît vraiment très intéressant et très porteur.
Mais pour l'instant, il n'y a pas eu énormément d'études et c'est compliqué un petit peu par les difficultés d'étudier la maladie, d'étudier le microbiote. Donc voilà, mais je pense que dans les prochaines années, certainement, on va avoir beaucoup plus d'études sur microbiote et endométriose. Il y a aussi un facteur de risque dont on n'a pas encore parlé, qui est le tabac. Est-ce que là, il y a déjà des données? Est-ce que ce sont des données qui sont quelque part un peu plus simples à avoir ou qui sont plus solides sur le tabac ou... Oui, on a des très bonnes données sur le tabac dans toutes ces différentes cohortes. Et dans les études, de manière générale, c'est un facteur qui est très bien collecté. Pour son lien avec l'endométriose, en fait, on observe une association inverse, c'est-à-dire que chez les femmes fumeuses, il y a une association, enfin, un risque moindre d'endométriose. Alors, ça ne veut pas dire que le tabac, c'est bon pour la santé ou que c'est bon pour le risque d'endométriose. En fait, tout simplement, c'est quelque chose qui s'observe avec beaucoup de pathologies hormonales. Le tabac a un effet anti-estrogénique connu. Dans l'endométriose, comme dans nombre de pathologies hormonales, les estrogènes, la concentration estrogénique, ça fait partie du processus du développement de la maladie. Et donc, ça réduit un petit peu l'opportunité de développer la maladie. Mais on ne peut pas pour autant conseiller de fumer parce que c'est bien sûr très néfaste pour la santé. Et finalement, à l'arrêt du tabac, l'effet oestrogénique revient et il y a un rebond, il peut y avoir un rebond de certaines pathologies. Pour revenir sur ces cohortes sur lesquelles vous allez travailler, vous allez aussi essayer de vous intéresser à la vie fœtale, c'est-à-dire ce qui peut se passer même avant la naissance, parce que l'endométriose, en fait, quand elle est diagnostiquée, il y a souvent une maladie qui est installée depuis très longtemps, parfois à bas bruit. Donc en fait, l'histoire de la maladie peut se jouer beaucoup plus tôt dans la vie. On a un peu des éléments de connaissance sur ça, ou des questions en tout cas. Oui, alors ça c'est vraiment un grand sujet d'étude et c'est un sujet qu'on explore aussi dans mon groupe de recherche. Et c'est vraiment une fenêtre d'exposition cruciale qui est très intéressante parce que, en fait, effectivement, l'endométriose, c'est plutôt une maladie de la femme jeune. On voit que très souvent dans les récits des patientes, les symptômes ont commencé au moment de la ménarche pour beaucoup d'entre elles, si ce n'est la plupart. Et donc, toutes les expositions qui surviennent avant sont vraiment potentiellement très importantes à étudier parce qu'on pourrait vraiment découvrir quelque chose avant, peut-être. Quoi. Voilà. Oui, tout à fait. Donc ça peut être génétique, ça peut être environnemental. Et dans ce qu'on étudie au niveau environnemental, donc on étudie des facteurs classiques tels que le poids de naissance, la taille de la naissance, etc. Le fait d'avoir été prématuré, né prématurément ou d'avoir été exposé à l'allaitement, ce genre de choses. Mais il y a aussi toutes les expositions chimiques autour de la vie fœtale. Donc voilà, et ça c'est aussi quelque chose de très intéressant qui pourra être exploré dans le cadre de ce programme dont on a parlé sur l'épidémiologie. Pour une chercheuse comme vous, un sujet comme l'endométriose que vous connaissez bien, sur lequel vous vous êtes vraiment spécialisée, c'est aussi un grand terrain de découverte, puisque comme vous le disiez, ça doit être très motivant. La période que vous vivez actuellement en termes de recherche, c'est une période particulière, puisque vous allez avoir des financements. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans la vie d'une chercheuse très important? C'est un moment important? Absolument. Moi, j'ai vraiment remarqué certains temps forts, puisque moi, je travaille sur la maladie depuis 19 ans. Et j'ai vraiment vu un changement à un moment donné, c'est-à-dire qu'à partir de 2018, on a vraiment commencé à beaucoup plus parler de l'endométriose dans le public, dans la société de manière générale. Et donc, voilà, alors, on pourrait se poser la question pourquoi on en a parlé tout à coup beaucoup plus. Je pense que ça fait vraiment... c'est vraiment un effet cumulé, des efforts cumulés et simultanés de différents acteurs en France et dans le monde. Donc il y a d'abord les associations de patientes qui font un travail formidable de sensibilisation et qui font aussi un travail pour discuter avec les politiques, pour faire reconnaître cette maladie depuis longtemps. Et donc il y a une campagne d'information qui a été lancée par une association aussi en 2016 pour faire connaître la maladie. Et il y a eu plusieurs initiatives et en même temps, en parallèle, il y a énormément de célébrités qui ont pris la parole pour dire, voilà, moi je suis atteinte de cette maladie et je trouve qu'on devrait en parler, c'est important. Et ça a vraiment achevé, je trouve, de faire vraiment connaître la maladie en France et à l'international. Et concrètement, pour vous, pour votre travail de chercheuse, on en arrive à un moment où vous n'aviez pas de financement ou en tout cas des difficultés pour travailler, où vous vous sentiez un peu seule peut-être à travailler sur cette maladie. Et là, les choses changent.
Oui, c'est-à-dire que quand on travaille sur la santé reproductive, on sait qu'il y a peu de financement dédié de manière générale, voire pas du tout. Et donc là, effectivement, beaucoup de choses changent, puisque donc grâce à cette stratégie nationale contre l'endométriose, il y a ce PEPR qui est créé, qui est d'ailleurs ouvert en ce moment pour des appels à projets pour travailler sur l'endométriose, quelle que soit la discipline, avec aussi un recrutement de jeunes chercheurs associés. Et puis, donc grâce à l'EndoRun, qui est un événement sportif créé par l'association Endomind qui a lieu tous les ans au mois de novembre, on peut lever des fonds pour la recherche et ces fonds ont réussi à financer la création d'une fondation. Donc la Fondation Recherche Endométriose, elle a été créée en 2021 et elle en est à donc elle vient de clôturer son 3e appel à projet et elle va passer au 4e. Et donc voilà, de voir ce genre d'initiative, c'est vraiment effectivement assez fabuleux quand on a pu 19 ans suivi la maladie. Voilà, ouais. Quand j'ai pu observer comme ça ce changement, c'est vrai que c'est magnifique, c'est superbe. Et ce que vous me disiez aussi qui est très intéressant, c'est qu'en fait l'endométriose, elle est une sorte de cas d'école de ce que pourrait être la recherche sur la santé des femmes, sur d'autres maladies dont on n'entend pas parler et qui touchent énormément de femmes. Absolument. Donc l'endométriose, c'est vraiment fait sa place dans le débat public. On en parle beaucoup plus maintenant. Et donc les patientes endométriose, les associations, elles ont vraiment gagné ce combat-là. Donc il faut qu'elles continuent, bien sûr. Mais pour moi, ça a vraiment ouvert la voie à ce que d'autres pathologies soient plus entendues. Par exemple, on parle très peu du fibrome utérin, par exemple, du syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK, pour ne citer que ces 2 pathologies-là, mais il y en a plein d'autres. Il y a tout ce qui est aussi vulvodynie, vestibulodynie, qui sont des douleurs vulvaires. Il y a aussi plein d'autres pathologies. Et pour moi, ce qui se passe avec l'endométriose, c'est très important parce que ça ouvre la voie à ce qu'on parle beaucoup plus de santé des femmes et à ce que ça prenne une place beaucoup plus importante au niveau politique et au niveau sociétal. En termes de recherche, donc en termes de connaissances, et puis donc en termes possiblement de traitement. Alors, je pense qu'on aura beaucoup de questions qui seront posées tout à l'heure sur des sujets variés. Actuellement, l'endométriose, on ne peut pas guérir l'endométriose. On reste dans une situation qui est d'un traitement qui peut être proposé aux femmes, c'est ça ? Oui, alors donc les différents traitements proposés par l'endométriose, donc on part très souvent sur des traitements hormonaux pour supprimer les menstruations, réduire la sécrétion d'estrogène et réduire l'inflammation, des traitements antalgiques. Quand c'est justifié, une chirurgie pour retirer chirurgicalement les lésions. Et puis, dans le cas de certaines douleurs neuropathiques, on va donner d'autres traitements qui sont des antalgiques plus puissants, voire même des antiépileptiques, des anxiolytiques et d'autres dérivés morphiniques. Et en fait, donc, voilà, ça, ce sont les traitements. Et de manière générale, donc, il y a des patientes pour qui, malgré le traitement, donc selon leur parcours avec la maladie aussi, qui est plus ou moins erratique, puisqu'on ne l'a pas encore dit, mais il y a un délai de diagnostic de 7 à 12 ans en moyenne. Et donc tout ça, c'est un temps que les femmes passent sans avoir une prise en charge adéquate. Et donc pendant ce temps-là, la maladie peut progresser, peut atteindre la fertilité, peut atteindre aussi le système nerveux central et voilà, provoquer d'autres états. Et donc on estime qu'environ la moitié des cas d'endométriose auraient une récurrence après 5 ans de traitement, quel que soit le traitement. Donc voilà, après, ça c'est justement des choses pour lesquelles on n'a pas beaucoup de données et on a vraiment besoin d'étudier la progression de la maladie pour voir, en fait, dans une cohorte de patientes longitudinales, quand on collecte des données à différents temps, quel est le pourcentage de patientes pour qui la maladie progresse, pour qui la maladie régresse, parce qu'il y en a quand même aussi, pour qui la maladie est stable, et quels sont les facteurs qui sont liés à une progression ou à une régression de la maladie. Et donc ça, ce sont des choses qu'on essaye d'étudier dans mon groupe de recherche aussi, notamment avec la cohorte Compare Endométriose. Et donc Compare, c'est la communauté de patientes pour la recherche. C'est un projet de recherche participative sur les maladies chroniques de manière générale. Et donc sur l'endométriose, on a démarré la cohorte en 2018. Et donc depuis, on suit les patientes. Et donc là, on a commencé à accumuler des données et qu'on va continuer d'augmenter au fil du temps pour essayer de comprendre voilà, quelles sont les patientes qui répondent le mieux au traitement et quels sont les facteurs, quelles sont les différentes interventions, que ce soit l'alimentation, que ce soit toutes les stratégies que les femmes mettent en place pour aller mieux, pour réduire leur douleur, quels sont les impacts de tout ça sur la progression de la maladie. Très bien. Alors, je vous propose, si vous avez des questions, de vous donner la parole. N'hésitez pas. On est là
Marina est là pour vous répondre. N'hésitez pas, on va vous donner un micro d'ailleurs. Dans la salle, on a des hôtesses. Bon, sinon, je vous amène le mien. Oui, merci. Il se trouve que dans mon patiente, j'ai une patiente qui a une endométriose sévère. Elle a en plus un déficit en protéines C ou S, je ne sais plus. Donc on ne peut pas lui donner de traitement hormonal. On lui a proposé une hystérectomie. Ça n'a pas vraiment changé. Et c'est chaque environ 3 semaines, 3, 4, 5 jours, dans l'impossibilité de se lever. Enfin, c'est une horreur. Et elle avait demandé, quand on lui a fait l'hystérectomie, est-ce que vous ne pouvez pas m'enlever aussi les ovaires? Comme ça, j'aurais plus d'hormones. Et puis voilà, elle a dit, jamais, vous êtes trop jeune, vous allez avoir une ostéoporose, machin. Enfin bon, bref. Elle dit, je m'en fous de l'ostéoporose, mais non, personne n'a voulu lui enlever ses ovaires. Alors, est-ce que, dans certaines circonstances, on en arrive à ces extrémités-là? Alors, donc, d'abord, je voudrais dire que je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas pouvoir répondre d'un point de vue médical et d'un point de vue prise en charge. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, quelquefois, la maladie a un tel impact en termes de douleur que certaines patientes ne savent plus quoi faire, effectivement, pour sortir des douleurs. Et donc, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de faire beaucoup de choses pour pouvoir faire des choses avant d'en arriver à ce stade-là. Et donc pour réduire le délai de diagnostic, pour mieux prendre en charge aussi. Et donc on a besoin de former massivement les médecins, parce qu'une autre chose qu'on n'a pas dit aussi, c'est que la maladie est extrêmement méconnue. Donc elle était méconnue du public, mais aussi des communautés scientifiques et médicales. Et on a énormément de récits de patientes qui sont allées voir leur médecin, et les médecins ne connaissaient pas leur maladie. La maladie, enfin ils sont passés à côté du diagnostic, et on n'a finalement pas énormément d'experts qui sont formés au niveau national. Et la maladie est entrée au programme de second cycle médical depuis 2020 seulement. Donc voilà, pour le futur, les choses vont changer, mais malheureusement, en attendant, on a certains cas comme ça. Le pléthore de questions va commencer là-bas. Merci. Vous avez parlé des risques, des facteurs de risque établis, les faibles poids, l'IMC faible. Est-ce que ça pourrait être le contraire aussi? C'est-à-dire qu'il y a une endométriose méconnue dès avant la naissance qui provoque tout ça? Oui, tout à fait. En fait, dans les analyses épidémiologiques qu'on fait, c'est pour ça que c'est très important de pouvoir se situer avant le diagnostic, parce que finalement, une association qu'on observe, on pourrait se dire que c'est l'exposition qui mène au diagnostic de la maladie, donc au début de la maladie. Mais finalement, dans l'endométriose, ce qui est vraiment compliqué, c'est qu'on n'est pas toujours sûr, parce que si la maladie est présente depuis la naissance, justement, ce qui est le cas parfois, puisque des analyses sur des autopsies de fœtus ont montré qu'il y a justement des lésions d'endométriose présentes dès la vie fétale dans certains cas, et bien dans ce cas-là, on est dans le cas de ce qu'on appelle un biais de causation inverse, c'est-à-dire que l'association qu'on observe ne permet pas de dire qu'un facteur est un facteur de risque, mais c'est un facteur qui est associé et qui peut être une conséquence même de la maladie. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment très très important de collecter des données diverses. Et les dernières données montrent que justement, donc, vous savez, il y a un certain pourcentage de bébés, en fait, filles, qui naissent avec des menstruations en fait déjà. Et donc ce que les données montrent, c'est que en fait les bébés pour qui il y a justement un écoulement sanguin vaginal pourraient être des personnes qui naissent avec la maladie. Et donc là aussi c'est un facteur qui est très important à collecter, parce que ce qu'on n'a pas dit encore, c'est que la maladie est extrêmement hétérogène, et donc il est possible que dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'endométriose, il y a en fait différentes formes de la maladie qu'on n'a pas encore découvertes. Et donc c'est tout à fait possible que les personnes qui sont nées avec cette exposition, enfin avec cet écoulement vaginal sanguin, aient un set de facteurs de risque différents, peut-être, potentiellement. Bonjour madame, donc merci beaucoup pour votre intervention. Moi je suis originaire de la Martinique. Au niveau des perturbateurs endocriniens, c'est une catastrophe. On sait qu'il y a le chlordécone, etc. Beaucoup de femmes ont des cancers de l'utérus, cancer du sein.
Enfin, la prévalence, elle est juste dingue. Est-ce que dans vos cohortes, il y a des femmes qui sont originaires des Outre-mer ? Oui, alors dans nos cohortes, effectivement, il y a très certainement des femmes qui sont originaires d'outre-mer. Et justement, donc ça, c'est un facteur qu'on peut poser. On ne peut pas poser de questions en France sur l'origine ethnique. D'un point de vue éthique, ce n'est pas acceptable vis-à-vis des communautés d'éthique. Mais dans certaines cohortes, il y a l'origine géographique, en tout cas. Donc c'est une donnée qui est assez imparfaite parce qu'on peut tout à fait être originaire des Drom-Com et puis... voilà, enfin, dire qu'on est né en France. Mais voilà, malgré tout, dans les études, c'est effectivement très important de prendre ça en compte parce que d'un point de vue clinique, en fait, ce que disent beaucoup les cliniciens, c'est qu'ils ont l'impression que les patientes qui proviennent d'outre-mer ont des cas plus sévères de la maladie. Et ça, c'est justement quelque chose qu'on étudie dans le groupe aussi. On a un projet de recherche dans la cohorte compas endométriose qui étudie les liens, enfin qui va étudier les liens entre justement la concentration de polluants organiques persistants et la sévérité de la maladie. Et ça, c'est aussi un autre aspect très important. Mais il y a plusieurs groupes de recherche qui sont situés en Outre-mer et on est en train de discuter pour faire des collaborations pour étudier ça en Outre-mer également. On a une question aussi ici. N'hésitez pas à vous lever si vous voulez. Bonjour, merci beaucoup pour votre point sur l'endométriose et l'état actuel de ce qu'on en sait. J'avais deux questions. La première, c'était est-ce que vous pensez que le fait qu'on en parle de plus en plus, qu'il y ait une lumière qui soit faite, comme vous l'avez dit depuis 2018, sur la maladie, c'est pas aussi parce que il y a de plus en plus de femmes qui sont touchées, ou est-ce que c'est justement parce que on en parle de plus en plus parce qu'il y a une lumière faite dessus? Et ma deuxième question, c'était plutôt par rapport à la bactérie Fusobacterium que vous avez mentionnée. Est-ce qu'il s'agit d'une infection d'une bactérie pathogène ou alors est-ce que c'est une recomposition du microbiote qui est vraiment spécifique à ces femmes-là par rapport à la population générale? Parce que vous avez dit que cette bactérie, elle est quand même retrouvée fréquemment chez tous les humains. Alors, pour répondre à votre... alors, attendez, du coup, j'ai oublié la première question. Oui, donc, est-ce que... Oui. Donc, en fait, il peut y avoir des deux effets. C'est-à-dire qu'il pourrait très bien y avoir plus d'endométriose aujourd'hui parce que, voilà, d'un point de vue environnemental, il y a des expositions qui font qu'on a plus de cas de manière générale. Mais aussi le fait qu'on en parle beaucoup plus aujourd'hui fait qu'on a de toute façon une épidémie de diagnostic. Donc si on observe l'incidence de la maladie aujourd'hui, on aura du mal à dire est-ce que cette épidémie d'endométriose, est-ce qu'elle est liée à un artefact qui est dû au fait qu'on en parle beaucoup, donc on en diagnostique beaucoup plus, ou est-ce que c'est une augmentation réelle de l'incidence ? Ça, c'est une question qui se pose pour beaucoup de pathologies. Donc, il faudra qu'on attende un petit peu pour avoir la réponse. Et puis, sinon, donc, en ce qui concerne Fusobacterium, donc, est-ce que c'est une recomposition du microbiote ? Donc, moi, je ne suis pas spécialiste de la question, mais d'après ce que j'ai compris en tout cas, donc, on ne sait pas très bien en fait, justement, on a besoin d'étudier ça un petit peu plus parce qu'il semblerait que dans certains cas, donc pour certaines patientes en tout cas, eh bien c'est une bactérie qui a eu un impact à un moment donné pour le développement de la maladie. Donc voilà, je ne sais pas très bien vous répondre sur cette deuxième question et je pense qu'il faudra faire un peu plus de recherche sur ça. On a encore le temps de prendre une dernière question. Oui. Bonjour, merci pour votre intervention. Sur la fertilité, les problèmes de fertilité des femmes avec endométriose, quelle est donc vous avez parlé d'un tiers, par rapport à une population non endométriose, on est à combien de problèmes de fertilité? Juste pour voir le réel impact d'un... Ça, c'est une statistique que je ne connais pas. Je sais qu'un couple sur 4 a des problèmes de fertilité de manière générale, mais si on se situe du point de vue de l'infertilité féminine exactement, je ne veux pas vous dire de bêtises, je ne connais pas le chiffre exact. Mais en tout cas, dans les études, on voit que c'est significativement plus élevé ce taux d'infertilité chez les patientes. Il y avait une dernière question très brièvement, on va la prendre aussi, si vous le souhaitez. Merci beaucoup pour cette intervention. J'ai une question concernant les femmes qui, par rapport à la question précédente, sont fertiles et du coup ont l'endométriose et ont eu des grossesses. Est-ce que vous avez des données sur l'impact de l'endométriose après des grossesses?
On est en train d'étudier cette question justement. Donc dans la littérature, on montre plusieurs études ont montré que l'endométriose était associée à certaines complications obstétricales, qui avaient statistiquement plus de complications obstétricales chez les patientes qui ont de l'endométriose. Et c'est quelque chose qu'on va étudier aussi dans la cohorte compare endométriose. Merci beaucoup à toutes les deux, et on comprend à quel point effectivement l'endométriose est un peu le porte-drapeau d'autres maladies féminines dont on va sans doute parler dans les prochaines années, à voir si des célébrités en parleront ou pas, hein. Ça c'est toujours la question, voir si ça sera couvert davantage. En tout cas, merci beaucoup à toutes les deux pour ce débat très intéressant. J'ai l'impression que vous allez avoir encore des questions à l'extérieur, c'est possible, donc tenez-vous prêtes. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette table ronde. Je vais vous inviter maintenant à ressortir. Merci beaucoup. Voilà. Merci.